نشوفوا le fond. Si la forme n'est pas respectée, ما كنشوفوش كاع le fond, واش مزيان ولا لا. Et c'est là en fait où les gens, souvent, ils commettent des erreurs. Des fois, ça leur coûte cher. Troisième point, c'est l'accroissement d'une activité. C'est souvent utilisé d'ailleurs par les hôtels, parce que de façon saisonnière. Donc, je dis pendant l'été, on donne la possibilité de recruter des gens pour 3 mois. Et c'est renouvelable une fois. Donc, ça veut dire que maximum c'est 3 mois, plus 3 mois, même bête, c'est considéré comme un CDI. Au Maroc, il y a des gens qui le font jusqu'au jour où ils ont un problème. Le quatrième cas, c'est les travaux saisonniers. Ça, c'est souvent, par exemple, au niveau de l'agriculture, les usines, qui connaissent par saison. Donc, et là, ils ont la possibilité de faire des contrats de 6 mois. Et le dernier, c'est tout ce qui est travaux, surtout de BTP, par exemple. Quand ils ont construit l'autoroute de Marrakech, ils ont fait des contrats liés à la durée du chantier. Contrat de 3 ans, contrat de 4 ans. Mais ça, c'est des CDD qui sont très spécifiques. Ce n'est pas valable dans tous les secteurs d'activité, certains secteurs d'activité. Est-ce que c'est clair pour le CDD? C'est bon? Pas de questions? CDD de la femme qui part chez... Pour sa remplaçante. Oui. Et si la femme décide de prolonger son congé 1 an, on peut prolonger le CDD de la durée de l'absence. C'est pour ça qu'en fait on rajoute souvent une notion, sauf non-retour de la collaboratrice qui est en congé de maternité. En fait on le spécifie, comme ça nous laisse l'habilité ou la possibilité d'augmenter la durée du contrat selon le besoin. La durée légale de travail, vous connaissez tous, 44 heures hebdomadaires, l'équivalent de 8 heures par jour et le 6e jour de la semaine, 4 heures. Je pense que c'est ce que vous faites en officiel. Il y a aussi une autre possibilité, surtout dans certains secteurs d'activité, c'est de ne pas calculer par semaine, calculer par année. Et à ce moment-là, on calcule 2288 heures sur une année. Et on peut avoir des périodes où on va faire peut-être 30 heures par semaine, et d'autres périodes où on va faire 50 heures par semaine. Mais à ce moment-là, on appelle ça l'annualisation du temps de travail. Il y a une procédure toute simple, il suffit juste d'envoyer un courrier à l'inspection de travail et on peut la mettre en place. Et bien ça, en fait, ça se fait dans des entreprises où il y a vraiment un flux d'activité qui n'est pas stable. Il y a des périodes où on est en période basse, d'autres périodes où on est en période haute. Donc à ce moment-là, ça nous permet de jongler avec les heures de travail selon nos besoins. La seule obligation, on peut aussi faire une répartition qui est égale par rapport au temps de travail, mais la seule obligation, c'est d'accorder un repos hebdomadaire d'une journée. Je pense que chez vous, c'est systématiquement le dimanche. Voilà. Les congés. Comment vous gérez les congés aujourd'hui? Les congés de vos salariés, ça se passe comment? 3 semaines par an? Oui. En fait, c'est 18 jours ouvrables. 18 jours ouvrables, c'est du lundi au samedi, donc le dimanche, on ne le calcule pas. Donc ça fait 3 semaines. Les 3 semaines, on n'est pas obligé de les donner en continu. On peut donner une semaine par-ci, une semaine par-là, mais ça doit être une entente. Parce que la loi, en fait, prévoit aussi une spécificité, c'est qu'elle vous dit que si le collaborateur demande 2 semaines, vous n'avez pas le droit de la refuser. En fait, on a le droit de cumuler ou de fractionner les jours de congé sur 2 années, à condition que le collaborateur puisse à minima bénéficier de 2 semaines continues. D'accord? Et par rapport à ça, en fait,
on a 18 jours ouvrables et après, par ancienneté, on va rajouter. Après chaque 5 années d'ancienneté, on rajoute un jour et demi. Donc on est à 18 jours les 5 premières années, après on passe à 19 jours et demi, 21 jours, 22 jours et demi, et ainsi de suite, avec un maximum de 30 jours. Je ne pense pas que ce soit votre cas, mais quand on a des collaborateurs qui ont moins de 18 ans, c'est pas 18 jours, c'est 24 jours. Je sais que c'est pas quelque chose que... Et il y a une autre spécificité, c'est qu'on vous dit que en fait, les collaborateurs qui peuvent demander les congés, ils doivent avoir à minima 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas droit au congé pendant 6 mois. Pendant les 6 premiers mois, on cumule les congés. Si je peux le laisser partir, je peux, s'il le veut. Par contre, il n'est pas obligé de m'imposer de partir en congé. Ben, la nuance. C'est pas qu'il n'a pas le droit. On va le cumuler. Chaque mois, c'est 1 jour et demi. 1 jour et demi, 1 jour et demi par mois. Donc sur 6 mois, il va cumuler 9 jours. Voilà. Donc les 9 jours, c'est son droit. C'est juste à quel moment les prendre. La loi, elle vous dit que ce n'est obligatoire qu'après 6 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas droit avant. D'accord? Après, il y a d'autres absences. Bien sûr, c'est congé maladie. Alors, le congé maladie, il n'est pas rémunéré. C'est une absence non rémunérée. Quand ça dépasse 4 jours, il peut déposer un dossier au niveau de la CNSS pour se faire rembourser son salaire. Mais au niveau de la CNSS, c'est à partir que du 4e jour. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines entreprises, pour les congés maladie de moins de 4 jours, l'entreprise paye le salarié. Mais ce n'est pas une obligation, c'est juste des us et coutumes. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle les congés spéciaux. On va voir les spécificités, les différents cas. Et puis il y a le congé de naissance pour le papa. Là, on ne parle pas de congé maternité, on parle de congé de naissance. Il est de 3 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 jours, vous les payez, vous déposez le dossier au niveau de la CNSS vous rembourse les 3 jours. La maladie pas, c'est un congé de naissance. C'est quand un de vos collaborateurs, il va avoir un enfant. En fait, sa femme va accoucher, il va avoir un enfant. À ce moment-là, il a le droit à 3 jours. Et donc les 3 jours, vous les payez et vous déposez le dossier à la CNSS et la CNSS vous rembourse vous, pas le salarié. D'accord? C'est les nuances. Sur les congés spéciaux, ça aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Ce sont des autorisations d'absence, d'accord, qui sont rémunérées. Quand vous avez un collaborateur qui va se marier, c'est 4 jours. Il y a droit. Quand c'est son enfant qui se marie, ou l'enfant du conjoint, quand il y a un divorce puis le mariage, c'est 2 jours. Quand il y a le décès du conjoint, d'un enfant, petit enfant, ou d'un parent, en fait un ascendant, parent ou grand-parent, ils ont droit à 3 jours d'absence. Rémunérés. En fait, c'est rémunéré pour tout salarié payé au mois. Vous avez le décès du frère, de la sœur, soit du conjoint, soit du collaborateur lui-même, c'est 2 jours. La circoncision d'un enfant, c'est 2 jours. Et quand vous avez un enfant ou votre conjoint qui est hospitalisé, qui est malade, qui se fait opérer, le collaborateur a le droit de l'accompagner pendant 2 jours. Mais il doit vous ramener un certificat d'accompagnement. Et c'est rémunéré. D'accord?
Ça, c'est écrit dans le Code du travail. Hein. Des questions par rapport à cet aspect? Par rapport à ces congés exceptionnels? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire qu'en une année, il y a 18 jours de congé, plus toutes ces autorisations. Exactement. Magnifique. Merci. Exact. Il va se marier, il va avoir un décès, circoncision, un coup de chiffre, ça m'étonnerait. Non, et en plus, la loi, en fait, pour éviter les abus, parce qu'on le connaît tous, elle va vous demander, en fait, vous avez le droit de demander des justificatifs. D'accord? Quand il y a un décès, qui vous ramène une attestation, en fait, avec le certificat de décès. Quand il y a, par exemple, quelqu'un qui a été hospitalisé, vous lui demandez une attestation d'accompagnement. Bien sûr, quand il y a, par exemple, la circoncision, là, quand il y a un mariage, alors il y a les éléments, il y a l'attestation du médecin pour la circoncision, voilà. Donc, en fait, il vous ramène les justificatifs. D'accord? Sachant qu'il y a quand même des entreprises aujourd'hui, ça c'est le minimum. Hein. Dans beaucoup d'entreprises, par exemple pour le mariage, dans certaines entreprises, ça va aller jusqu'à 8 jours. Parce que c'est une convention, c'est les syndicats qui ont négocié, c'est les instances représentatives du personnel qui vont négocier pour les collaborateurs. Et du coup, ça ne sera pas que 4 jours pour le mariage, mais beaucoup plus. Si, certains. Oui. Et il y en a qui font ça. Quand il y a des mariages, en fait, il y a des entreprises qui instaurent des primes. Ça peut aller de 10 000 jusqu'à 10 000 dirhams de primes quand il se marie ou quand il a un enfant. Enfin. Mais ce n'est pas une obligation légale. Là, ce que je vous explique, c'est le minimum. Après, tout ce que vous pouvez faire en plus, tant mieux. Mais faites déjà le minimum. C'est bon? Alors, la rupture de ce contrat de travail. Comment on arrête? Il y a plusieurs cas. Le cas de la démission. Encore faut-il que la démission soit légale. Quels sont les éléments obligatoires pour une démission? Une lettre. Ce qu'il faut faire. La date. Quoi d'autre? Motif. La cause. Le respect des clauses. Est-ce qu'il y a un préavis ou là? Exactement. En fait, quand on a un préavis à respecter, sachant que dans le Code du travail, c'est obligatoire, la lettre de démission, est-ce que je respecte le préavis ou je ne le respecte pas? Je dois le mentionner. Avant ça, il faut que je mentionne mon nom, mon prénom, numéro de CIM, numéro d'immatriculation à la CNSS, date d'entrée dans l'entreprise, le poste que j'occupais et la date à laquelle je souhaite partir. S'il n'y a pas ces 6 éléments dans une démission, elle est nulle et non avenue. Une personne qui vient pas, qui disparaît dans la nature, elle n'est pas démissionnaire. Hein. Ça s'appelle une faute grave. Abandon de poste. Ou absence injustifiée. La loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? La liste des fautes graves qui sont passibles de licenciement, en fait, ils sont régis par un article. C'est l'absence injustifiée de 4 journées sur une période de 12 mois ou 8 demi-journées. Ça veut dire un collaborateur qui s'absente 4 jours, suivi ou pas suivi, sur une durée de 12 mois, sans aucun justificatif, sans autorisation, vous pouvez le licencier. C'est une faute grave. Mais il y a une procédure à respecter. À chaque fois qu'il s'absente, vous lui faites notifier l'absence. C'est une lettre, un écrit, notification d'absence. Notifiez-le là.
première journée, deuxième journée, troisième journée. La quatrième journée, ما تخليهش يربح. يعني يجي ما نخليه ايش. لازمني ديال peut-être vous avez tous des comptables ou les qui connaissent la procédure. La procédure de licenciement. Convocation à audition, décision de licenciement pour faute grave. Après vous préparez le solde d'autocompte, si vous ne faites pas la procédure, c'est considéré comme un licenciement abusif. Pour l'anecdote, et c'est arrivé pour une de vos consoeurs en Marrakech qui s'est retrouvée au tribunal avec une collègue, une collaboratrice, et en plus elle l'avait volée. Elle a la preuve par caméra. Quand elle est arrivée devant le tribunal, elle fait et tout, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Si on veut décortiquer le tout. Première chose, licenciement sans respect de la procédure. D'accord? Deuxième chose, il n'y a pas eu de constat de faute. Troisième chose, son enregistrement caméra n'était pas valable. Elle n'avait pas l'autorisation de la CNDP. Donc elle est arrivée devant le tribunal avec son enregistrement de la personne qui vole, avec les témoins. Rien n'a été valable. كل شيء جبتو القاضي وحطو. علاش؟ vice de forme. Nous allons le fond. Et elle a dû la payer pour licenciement abusif. Il y a un licenciement abusif pour 15 ans, 16 ans d'ancienneté. Ok? Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Pour le licenciement, donc en fait il y a bien sûr le licenciement technologique pour fermeture, pour ADA, après dans la procédure il y a la PADA. Mais là, le licenciement pour faute grave, vous faites vraiment la procédure, elle doit être respectée. Et ça malheureusement, beaucoup de gens ne font pas attention. Ils pensent que c'est pas important, alors que c'est important. Chaque chose, en fait chaque étape du processus est importante. Bien sûr, il y a le départ à la retraite, il y a le décès, et il y a en fait un autre cas. Quand une personne elle est absente plus que la moitié de l'année, 180 jours sur une année, vous faites quoi? Non, pour maladie. 180 jours d'absence pour maladie. Sur une année. Hein? Presque, oui, c'est la moitié de l'année. Vous faites quoi? Ça arrive, hein? Ça arrive malheureusement. Oui, ça arrive. On la déclare inapte. Mais pour ça, il faut que vous ayez un médecin de travail. Vous êtes... Pardon? Oui, à partir de 50, vous êtes obligé d'avoir un service médecine de travail sur place. Mais j'ai un médecin de travail. C'est ça aussi l'autre nuance. À partir de 50 collaborateurs, vous êtes obligé d'avoir un service de médecine de travail dans l'entreprise. Avec un minima une infirmière à temps plein et un médecin au quota, au nombre de collaborateurs. Vous êtes pas à 50 collaborateurs, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'obligation d'avoir un médecin de travail. Quand je dis un médecin de travail, ça ne veut pas dire qu'il va venir chez vous. Mais normalement, la loi, qu'est-ce qu'elle stipule? Chaque collaborateur qui rentre chez vous, il ne doit commencer son travail qu'après avoir fait la visite de pré-embauche. Donc la visite initiale de médecine du travail, vous pouvez trouver un médecin de travail, vous pouvez même le faire avec une convention dans le cadre du syndicat. Vous lui envoyez le collaborateur, il lui fait la visite, et après c'est une fois par an. Et vous avez le document, le papier qui vous préserve. Ça vous protège, vous. Comme ça, en cas de problème, il ne vient pas vous dire c'est une maladie professionnelle. Quand il y a une inaptitude, le médecin de travail peut le déclarer inapte. Et au fait, ça vous enlève beaucoup de problèmes par rapport à la gestion quotidienne.
Dans son dossier, il doit avoir l'attestation initiale au moment de l'embauche et après, c'est une visite annuelle. Pensez que c'est ça qui va vous mettre les clés sur la porte, ça ne coûte pas hyper cher. Mais vous devez le faire. Un hémodialyse. Oui. Voilà. Ou discontinue. Pour un employé, par exemple, qui tombe malade et moi je ne veux pas avoir de... Par exemple, il a un cancer, par exemple. Quand je le déclare inapte, est-ce qu'il a tous ses droits? Non, là, il n'est pas déclaré inapte parce qu'il a une maladie. Non, mais... Normalement, vous le déclarez à la CNSS. Et c'est la CNSS qui va lui payer son salaire. Non, mais il va rester, par exemple, elle. C'est comme pour le public. Ils ont une maladie de longue durée qui va rester, par exemple, il va pas travailler pendant une durée, par exemple, d'une année. Est-ce que c'est valable aussi pour nous? Non. Non. En fait, pourquoi? Parce que c'est des conventions. C'est juste des négociations avec les syndicats. Pour vous, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que vous pouvez considérer le collaborateur comme démissionnaire au bout de 180 jours d'absence continue. Il est considéré comme démissionnaire. Vous n'avez même pas à le déclarer inapte. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, dans les us et coutumes, dans la plupart des entreprises, surtout dans les cas de cancer par exemple ou autres pathologies, qui est prise en charge aujourd'hui par la CNSS et par l'AMO, le collaborateur est déclaré à l'AMO et à la CNSS. Pour vous, vous ne payez pas de salaire, puisque le collaborateur il est pris en charge par la CNSS pour le remboursement de son salaire et pour la partie médicale avec l'AMO. D'accord? Vous, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez le récupérer après son rétablissement, vous faites un CDD pour remplacement d'un collaborateur malade. Parce que lui, son contrat, il est suspendu jusqu'à son retour. Donc vous pouvez faire un CDD pour un collaborateur que vous pouvez recruter, le temps que votre collaborateur puisse revenir. Normalement, c'est ça ce qui se fait aujourd'hui. Par contre, là, en fait, quand on parle d'inaptitude, c'est vraiment quand il y a des fois certains problèmes. C'est très bien que qui dit officine, dit des tiroirs, dit peut-être des étagères qui sont hautes, des étagères basses. Et bien, imaginons un collaborateur qui va se retrouver avec un problème au niveau du dos, qui ne peut plus rien faire dans l'officine. Vous en faites quoi? L'invalidité. L'invalidité. Invalidité, d'accord. Supposons qu'il vous dit, ok, invalidité c'est une maladie professionnelle, j'ai attrapé ça chez vous. Vous faites quoi? Non, le glaucome, c'est maintenant. Hein? Le glaucome, le glaucome. De Okay. l'attention. Si vous n'avez pas de certificat du médecin de travail qui déclare que la personne était venue déjà avec un problème et qu'elle n'a pas attrapé la maladie chez vous, ça devient en fait un problème de santé professionnelle. Et c'est déclaré comme invalidité, vous devez le déclarer à votre assurance. C'est comme l'accident de travail, même principe. Et il sera pris en charge par la CNSS qu'après sa retraite. Avant, il sera pris en charge par l'assurance accident de travail. Si vous n'avez pas d'assurance accident de travail, c'est vous qui allez payer de votre poche. Il restera chez lui. Et vous allez sortir l'argent et vous allez le payer chaque mois jusqu'à ce qu'il arrive à 60 ans. Pour un hémodialysé. Pour un hémodialysé qui s'absente 3 jours par semaine. Ça, Comment on considère? En fait, si vous considérez qu'il est inapte au travail, à ce moment-là, il faut passer par le médecin de travail qui va le déclarer inapte. Et vous pouvez le considérer comme démissionnaire parce qu'il est inapte. Mais là, on n'est pas dans la maladie professionnelle, on n'est pas dans l'accident de travail. Donc vous pouvez prendre un deuxième collaborateur à temps partiel. Oui. Vous le gardez lui sur 3 jours et vous recrutez quelqu'un d'autre. C'est 3 jours. 3 jours. Si on veut faire du social. Oui. Bah, en fait, c'est ça, hein. Quand on a cette casquette de DRH, c'est qu'il faut trouver aussi des solutions, il faut rester humain. On dit qu'on gère le capital humain. Oui. C'est ça un collaborateur qui est avec vous depuis des années, qui se retrouve malade.
Si vous le licenciez ou vous le considérez comme étant démissionnaire, vous le privez quand même de la sécurité sociale et de l'assurance. Donc vous faites quoi à ce moment-là? Ça reste votre choix. La loi, elle vous dit, voilà ce que vous pouvez faire. Après, c'est à vous de prendre la décision. C'est vous le gestionnaire. D'accord? Merci. Je voulais vous demander, est-ce que la loi a prévu une liste de maladies Des maladies professionnelles? professionnelles Oui. C'est pas au niveau de la loi, mais c'est plus au niveau des assureurs. sur, Ouais. par exemple, un employé qui a une arthrose qui l'empêche de se mettre debout, Je pense pas que c'est une maladie ouais, c'est une professionnelle. usure du ménisque, se mettre debout, de marcher. Oui, mais c'est pas considéré comme une maladie professionnelle. Des maladies professionnelles, comme par exemple, je sais pas, quand vous avez une entreprise où on va utiliser beaucoup de produits chimiques. Ces produits chimiques, peut-être, ils vont altérer toute la partie voie ou aérienne, en fait, pulmonaire ou autre, mais la cause à l'effet est déterminée. On sait que c'est à cause de son travail qu'il a eu cette maladie. Cette causalité doit être justifiée. Ouais, mais ça, on peut l'attraper même en étant chez soi. Même une femme qui fait, peut-être qui est femme au foyer, elle peut l'attraper. C'est pas vraiment à cause de sa